Bienvenue au théâtre du Quatrain à Haute-Goulaine, théâtre qui sera ce soir celui de la magnificence animale et de la célébration du vivant. Je suis Fanny Agostini, journaliste engagée, habitante de la Haute-Loire. Alors c'est pas tout à fait ici, c'est même assez loin, c'est en Auvergne. Et je me suis fait une joie de parcourir tous ces kilomètres pour venir vivre cette soirée d'exception avec vous. Et aux côtés de celui qui a su sublimer Vertou à travers une exposition d'une monumentale douceur. Ovation, s'il vous plaît, pour Michel Bassompierre. Une exposition, il faut le dire, qui a généré une attractivité sans précédent depuis quelques mois, depuis 2 mois, hein, c'est ça, 2 mois. 14 novembre. Mais d'ailleurs, qu'en pense monsieur le maire? On va l'inviter sur scène. Monsieur Rodolphe Amaillan, puisque vous voulez causer. Merci d'abord d'être toutes et tous là. Merci à nos 4 prestigieux invités d'avoir franchi pour le premier les quelques kilomètres qui le séparent de Haute-Goulaine et pour les 3 autres un tout petit peu plus de kilomètres, même si, ma chère Fanny, dans Haute-Loire, il y a Loire, et dans Loire, il y a Loire-Atlantique. Évidemment, parce que d'amont en aval, tout arrive chez nous au final, donc n'oubliez jamais ça. Peut-être que vous finirez même en Loire-Atlantique. Moi, je voudrais vous dire la joie, la véritable joie que vous soyez toutes et tous là, mais surtout la véritable joie que j'éprouve chaque matin en ouvrant mon bureau, en mettant un petit coup de lumière. Souvent, en ce moment, il fait pas très beau. J'approche de la fenêtre. J'ai la chance d'avoir mon bureau qui donne sur la place. Et là, je vois Monsieur Fratry, alors je crois que c'est Fratry, 2A ou 2B, je sais plus, qui me regarde comme ça et qui me dit « Toi, t'es pas très tôt ce matin. » Et puis on échange ce regard entre finalement cette monumentale statue immobile, mais qui, à travers son regard, me transmet tant d'émotions. Et je crois que c'est sans doute ça que je retiendrai de cette magnifique exposition, qui n'est pas encore terminée. Vous avez encore 1 mois pour en profiter, et surtout profitez-en intensément, parce que quand elles vont être parties, elles seront plus là, hein, évidemment. Et donc, vraiment, c'est ce que je retiens, cette universalité dans l'œuvre de Michel Bassompierre. Je ne croise pas une personne qui ne soit pas heureux. Je vois des étoiles dans les yeux de la petite Jeanne, qui vient avec son grand-père, Gabriel, qui a pris 2477 photos de sa petite fille devant la fratrie B, la fratrie A. Je ne voudrais pas être la maman qui doit vérifier quelles sont les bonnes photos et les mauvaises photos, mais cette universalité dans l'œuvre de Michel Bassompierre nous parle, je crois, à toutes et tous. Et puis, dans la culture, quand vous êtes universel, souvent, que vous parlez à tout le monde, aux petits, aux grands, quel que soit ce que vous êtes au final, souvent la culture n'est pas unanime. Et pourtant, depuis que l'exposition est posée à Vertou, c'est cette œuvre, cette exposition incroyable qui n'a jamais été rassemblée autant d'œuvres de Michel Bassompierre, pas une personne, pas un courrier, pas une voix qui s'élève pour dire « Non mais franchement, votre truc, c'est quand même pas terrible ». Et je peux vous dire que pourtant des courriers qui disent « Franchement, votre truc, c'est pas terrible », j'en ai une bonne dizaine par jour, hein, sur tous les sujets, voilà. Donc vraiment, cette unanimité dans l'œuvre, c'est quelque chose qui confine avec l'universalité, d'abord à quelque chose d'unique. Et je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de Michel, qui bosse beaucoup. Et je pense à Guillaume, que je vois encore travailler, installer les gens à droite à gauche. Merci beaucoup. Et qui finalement ancre cette beauté animale, cette élégance du trait évidemment culturel, mais aussi de cette nature dont on profite tout le temps, mais qui est à notre portée et que parfois on oublie.
Et pour cela, il était important pour nous que l'exposition soit belle, évidemment, qu'elle plaise, évidemment, mais qu'on puisse aller un peu plus loin dans cette beauté, chercher la réflexion, l'introspection, chercher la contemplation, bien sûr, mais aussi ce qu'on peut faire de plus pour nous rapprocher de la nature. Et pour ça, évidemment, je suis ravi d'accueillir nos deux invités. Alors, on m'a dit de ne pas spoiler, parce que de toute façon, on va les présenter après, mais vraiment tous les deux. Je vous remercie de votre présence, parce que c'est un grand honneur pour nous que de vous avoir ici en tant qu'expert, en tant qu'amoureux de la nature, et puis en tant qu'amoureux de l'œuvre de Michel Bassompierre. Et puis je voudrais terminer par un message d'espoir, parce que dans ce pays, on a besoin d'énergie, évidemment, on a besoin de bonnes idées, on a besoin d'espérance. Et je me dis que quand on arrive à réunir une salle comme ça, quand on arrive à réunir quasiment 25 000 personnes au Moulin-Gautron, peut-être 100 000 personnes sur l'espace public à Vertou, quand on arrive à créer cela, créer du commun, à créer quelque chose qui va s'enraciner profondément dans Vertou comme un souvenir de quelque chose qu'on aura vécu ensemble, ben je pense que ce monde, il n'est pas tout à fait perdu pour nous, les hommes, puis pour la nature aussi. Alors merci beaucoup d'être là ce soir, et vive l'œuvre de Michel Bassompierre. Merci, monsieur le maire. Donc, on rappelle, jusqu'au 23 février, cette exposition est visible encore à Vertou. Je me posais la question tout à l'heure, parce que j'ai traversé les vignobles pour arriver jusqu'ici. Je sais que vous êtes membre de la confrérie du Muscadet. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Quel est le lien entre un pied de vigne et un humain ? Le liquide qu'on récolte. Pas évident, effectivement. Et cela dit, ma chère Fanny, on le récolte avec parcimonie d'abord, mais aussi difficulté. Et je voudrais dire, puisque l'occasion m'en est donnée, tout le soutien à la viticulture, parce que c'est d'abord des femmes et des hommes qui prennent soin d'une nature, qui prennent soin des pieds de vigne, pour arriver jusqu'au nectar ultime, que nous on appelle potion magique, évidemment, parce que ça nous remet en forme, mais qu'il faut consommer avec modération. Absolument. Alors figurez-vous qu'il existe un lien difficile à deviner, pas plus d'ailleurs, c'est pas plus facile à deviner d'ailleurs que le lien entre un humain et des microalgues marines. Et pourtant, si l'on séquence l'ADN d'un bébé humain, des intestins d'un bébé humain, et qu'on le compare avec l'ADN d'un pied de vigne ou des microalgues marines, eh bien, nous dit le célèbre biologiste Gilles Boeuf, il y a 30% de correspondance. C'est pour ça le Muscadet. Vous ne regarderez plus un pied de vigne de la même manière. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Ce qu'il faut en conclure, c'est qu'il existe un lien de parenté avec chaque forme de vie, chaque être vivant sur cette planète. Nous sommes faits de cellules, de bactéries et d'eau, surtout d'eau d'ailleurs. Cette eau qui est arrivée sur la Terre par l'intermédiaire d'une comète, cette eau nous traverse depuis des temps immémoriaux en chaîne fermée. Et je crois qu'il y a de la magie à imaginer que le liquide dont nous sommes principalement constitués a pu auparavant transiter par un T-Rex, pourquoi pas, par Vercingétorix ou encore, que sais-je, par une fourmi. Cette hydrosphère, c'est-à-dire toute la masse d'eau présente sur cette terre, est notre berceau, notre patrimoine commun, et nous lie de manière indiscutable. Et comprendre ce soir ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, ces liens d'interdépendance est essentiel. Et vous allez voir qu'on va en parler. On va en parler largement ce soir. Mais avant d'inviter nos deux conférenciers sur scène, j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet à travers un petit exercice très rapide et dynamisant, directement inspiré des conférences de Jane Goodall. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de penser au cri d'un animal ou à un son qui pour vous évoque le monde sauvage. On va pouvoir ce soir invoquer dans la salle les autres animaux non humains et tous ce soir les représenter. Alors pensez bien à un animal et à mon signal, vous allez émettre un son de manière répétée, bien fort, hein ? Puissant le son, à haute voix. Ça veut dire bienvenue, je voudrais des caresses. Continuez François, continuez, ne vous arrêtez pas. Quelle symphonie ce soir au théâtre du Quatrain!
Merci d'avoir joué le jeu et surtout d'avoir créé ce bestiaire improvisé. Cette ambiance un peu particulière et survoltée pour accueillir, comme il se doit, nos invités ce soir. Une navigatrice, l'une des plus grandes navigatrices de la planète, la première à avoir accompli le tour du monde en solitaire, Madame Isabelle Autissier. Ce soir, avec nous, un cachalot, vous l'avez entendu, l'éminent océanographe qui vient nous raconter 50 ans d'expérience au contact du monde sauvage marin. Il est aussi le co-auteur du film Océan avec Jacques Perrin. Monsieur François Sarano dit le cachalot. Et puis, évidemment, pour compléter le tableau, en personne, voici Michel Bassompierre. Michel, vous allez sculpter en live, véritablement, pendant 1 heure. Est-ce que vous êtes inspiré ce soir? Alors, le cri que je vais faire, c'est celui de la carpe. Je ne sais plus quelle est la question qu'on m'a posée. Est-ce que vous êtes inspiré ce soir? Qu'est-ce que vous avez en tête? Je n'ai rien dans la tête, moi. Comme tous les ours, je n'ai rien dans la tête. Mais comme tous les ours, mais je vais faire un autoportrait. Le thème, je pense que c'est plus ou moins les océans, et les zones nord, le haut, le sud, le pôle nord, tout ça. Donc je dis, mais je vais faire un ours blanc. Comme j'avais qu'1 heure, je dis, c'est un animal que je vais très très vite parce que je connais pas mal. C'est plus facile à faire pour moi un ours blanc que de faire un ver de terre. J'y peux rien, c'est comme ça. Vous dites souvent avec malice que vous n'êtes pas seul dans votre tête. Alors je rassure tout le monde, vous n'êtes pas schizophrène, hein. Mais il y a 4 personnages qui cohabitent avec vous. Qui sont-ils et comment vous permettent-ils d'être un artiste accompli? Alors, je ne sais pas si je suis un artiste accompli, mais c'est vrai qu'il y a du monde, j'ai du monde sous mon chapeau. On est 4, oui. Il y a l'animalier. L'animalier, c'est celui qui a la connaissance de l'animal en question, de son sujet. Donc, sa façon de se déplacer, sa façon de vivre, plein de choses, quoi. Et puis, il y a aussi l'anatomiste. L'anatomiste, c'est celui qui déshabille l'animal jusqu'au squelette pour comprendre quelle est la structure interne, quelle est sa charpente, et ainsi de suite, pour comprendre ses proportions et tout le reste. Et puis, il y a aussi le dessinateur, celui qui a appris aux Beaux-Arts à faire des dessins en 10 secondes. Toutes les 10 secondes, le modèle changeait. En 10 secondes, on avait l'essentiel. Hein, donc, ça m'a énormément servi dans les zoos, après, pour dessiner. Et puis, le 4e, larron, celui qui s'amuse beaucoup, c'est le sculpteur, celui qui s'amuse à faire du modelé, à faire des plans, des lignes, des courbes, des volumes, tout ça. Donc voilà, on est 4, puis on s'entend pas trop mal. La preuve, j'ai encore un peu de cheveux. Voilà. Eh bien Michel, on va vous laisser travailler, vous allez nous rejoindre tout à l'heure, mais je ne vais pas vous interrompre car voilà, ça demande énormément de concentration et travailler la terre comme vous allez le faire nécessite aucune distraction. Vous nous rejoindrez tout à l'heure. Isabelle, je crois que vous revenez des mers du Sud, non, je me trompe pas? Vous n'arrêtez jamais en fait. Oui, j'avais la chance d'être sur un magnifique navire, grand navire, pas un 60 pieds open, un bateau de 120 mètres de long qui s'appelle le Marion Dufresne et qui fait la tournée des terres australes et antarctiques françaises, ces petites îles complètement perdues dans le sud de l'océan Indien, mais qui sont extraordinaires à la fois pour la biodiversité exceptionnelle qu'elles abritent, mais aussi pour la recherche, pour la compréhension du monde. Et voilà, et j'ai la chance et le grand honneur d'être la présidente du Conseil des Terres Australes. Donc j'ai eu ce grand bonheur pendant 28 jours, c'était génial, pendant 28 jours d'être dans les mers du Sud et dans les terres du Sud. Alors, vous avez accepté cette invitation qui a pour objectif de faire le trait d'union entre l'art et la science. Ma question, elle est simple. Pourquoi avoir accepté cette invitation? Pourquoi, effectivement, l'art vous touche et vous parle? Pour plein de raisons. Donc, j'ai plein de raisons aussi. La première, c'est que j'adore le travail de Michel.
Il n'entend pas parce qu'il est occupé à travailler, donc ça va. J'aime le personnage qui dégage. Hein, on est tous d'accord, je pense que c'est une belle personne. C'est ce que j'appelle une belle personne. Donc c'est un honneur de le connaître, de le fréquenter. Et puis c'est pas la première fois. On a déjà fait des choses ensemble et voilà, à chaque fois c'est super. La deuxième raison, c'est que je pense que l'art et la nature ont tout à faire ensemble. Et que pour moi, nature, culture, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, l'émotion qu'on peut avoir dans la nature ou l'émotion qu'on peut avoir dans le travail de Michel, qui relève de la culture humaine, finalement, elle se raccroche complètement à l'intérieur de nous. Et donc, je pense que, voilà, moi, j'ai le même type d'émotion, en fait, quand je regarde son travail que quand je peux voir un albatros dans les mers du Sud ou voilà. Et puis, je pense aussi, peut-être la raison, c'est que ce lien, il est essentiel pour défendre correctement notre nature. En fait, on se bat que pour ce qu'on aime. On aime sa famille, on aime, je sais pas, son pays, on aime, voilà. Et là, on a envie de se battre. Et je pense que la beauté, l'art, nous permettent d'intégrer ces valeurs-là et d'avoir envie de nous battre pour elles. Quel hémisphère du cerveau nous touche lorsqu'on regarde les œuvres de Michel? L'émotion, François, vous ressentez de l'émotion, vous aussi? Moi, je crois que l'art change l'âme, comme quand on est avec un cachalot. Oh, je vous raconterai des histoires. Ça va venir, ça va venir. Non, vraiment, je crois aux conversions et non pas au changement dans l'affrontement. Et Michel, avec ses œuvres, elles vous transpercent et vous pouvez être bouleversé et changé. Je dis ça parce que, pour avoir vécu avec Cousteau, qui était un converti, hein, Cousteau, au début, c'était quelqu'un qui allait conquérir la mer, qui allait la servir, qui allait y implanter des villes. Et puis, petit à petit, il a été touché à son insu par le cœur du monde marin, par la vie. Et ben, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais un pirate, moi, quand j'ai commencé à plonger. Un vrai pirate. J'allais chercher les langoustes, j'allais chercher ça. Et puis, j'ai été touché par ces animaux. Et cette conversion-là, elle change complètement. Comme une œuvre d'art vous bouleverse complètement. Et vous vous dites que ce changement, il est pour toujours. Beaucoup plus que lorsqu'il est contraint. Voilà pourquoi je crois en l'art, je crois aux œuvres. Et puis, je les trouve magnifiques. Bon, voilà. Et puis, nous avons vécu une aventure au Muséum d'Histoire Naturelle qui nous a mis en joie ensemble. Et donc, je suis heureux de vous retrouver tous grâce à Michel, Guillaume, Karen, enfin bon, voilà. De vrais liens d'affection. On va aussi parler des liens qui vous unissent avec Isabelle. D'ailleurs, vous vous connaissez depuis très très longtemps. Parlez-nous d'Isabelle lorsque vous étiez étudiant et que vous partagez le même bureau. Est-ce que c'était la même Isabelle? Est-ce qu'on sentait déjà la niaque, la détermination? Qui était-elle? Ou que oui. Alors, pour les plus jeunes, je sais pas tout à fait entre le Jurassique et le... Non, mais ça remonte à 1980, ou 79 ou 80. Nous étions... Isabelle, Jean-Claude Quérault, un grand ichtyologue, et moi-même, dans la même toute petite pièce, le bureau de l'Institut des pêches de La Rochelle. Et là, nous étions chacun sur notre thèse. Je crois que tu travaillais sur l'esturgeon, et moi sur le merlu. Et ouais, le merlu, c'était le premier poisson de la pêche française à l'époque. Et j'ai eu la chance... Et je les remercie ici d'avoir été accueillis à bord d'un bateau de l'Île-Dieu, le Petrouchka. Et Fernand Voisin en était le patron et tout son équipage. Et s'il y a quelqu'un qui les connaît, je les remercie parce que c'est eux qui ont fait que je suis ici avec vous ce soir. C'est eux qui m'ont donné mon doctorat d'océanographie en m'accueillant à leur bord. Et j'ai aussi... Je suis allé sur un bateau, Rochelet, le dernier... chalutier classique, qui avait le chalut qu'on remontait sur le côté et qui s'appelait le Saint-Blaise. Bon, autre époque. Mais je t'admirais beaucoup parce que le soir, après le travail, tu allais dans le grand hangar
souder ton bateau. Faire un bateau. Moi qui ne sais même pas tenir un écrou, un boulon. Non. Et j'étais là admiratif. Et je restais des heures à te regarder souder. Et vous, Isabelle, vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui m'observe, non? Ou vous vous rappelez de lui avec... Non, ça se passait très bien. C'était plutôt, il y avait plutôt une bonne ambiance, je trouve, dans le labo. C'est vrai que voilà, ça fait quand même beaucoup de temps. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on s'est jamais vraiment perdu, même si après, voilà, toi, tu es parti à ce moment-là chez Cousteau. Moi, je suis resté un moment chez Ifremer, et puis après, vers d'autres horizons. Mais c'est bien, c'est fort de retrouver des gens et de refaire des choses ensemble et finalement de se dire qu'on a cheminé en parallèle, quoi. Et vous avez des engagements en commun, vos routes se sont croisées et se recroisent au fil des conférences, si bien d'ailleurs vous avez accepté d'écrire la préface du livre de François et Véronique, votre épouse. De Véronique, c'est mon épouse qui l'a écrit. Mais c'est pour ça que moi je co-signe, et puis après je suis ici pour vous dire que c'est aussi. moi. Il y a voilà, François et Véronique Sarano, Sauvons l'océan, les 10 actions pour réagir, un livre dans lequel effectivement vous insistez, et ça c'est ce qui m'a marqué en préambule, sur la nécessité de déconstruire non pas certaines idées reçues, mais en tout cas certains ancrages qu'on peut avoir dans la tête sur la vision du monde, notamment ce que l'on peut voir dans les atlas de géographie. Arrêtons de compartimenter le monde, de diviser le monde. Il y aurait un océan unique ? Oui, il y a un océan unique, mais juste une chose. Alors, s'il faut retenir une seule chose de ce livre, si on peut et qu'on doit réagir, c'est que tout est possible. Tout est possible. On peut offrir à nos enfants un océan plus riche, beaucoup plus riche que celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous en avons pour preuve, et je crois qu'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça, les réserves marines en libre évolution. Elles sont aujourd'hui dans la même situation que le reste de l'océan. Réchauffement climatique, pollution. Et pourtant, dans ces réserves marines, où on ne prélève pas, où on ne chalute pas, la vie est exubérante. Ça veut dire que si nous laissons de la place à nos cousins sauvages, une petite place, alors la vie va revenir forte. Elle est déjà dans le changement dans les réserves marines. Elle est déjà demain, cette vie. Elle nous montre ce que sera la Méditerranée de demain, à Porquerolles, dans les autres réserves. C'est ça qu'il faut voir. C'est positif. Ce livre, il est fait parce que je sais que je peux offrir à ma petite fille Ayaté et à vos petits-enfants une mer incroyable, où elles iront nager avec des cachalots. Merci pour cette piqûre d'optimisme et nous y reviendrons très largement sur les réserves et effectivement sur ce volet-là. Je voulais effectivement commencer sur cette vision globale, cette pensée globale sur laquelle vous insistez dans cet ouvrage. Donc un seul océan, un océan unique, un océan mondial ? Alors, oui. Parce qu'on a aussi... un océan, je ne sais pas s'il y avait la carte qui était projetée. On a l'habitude de faire une projection en écrasant la Terre comme un cylindre, et puis en mettant en avant les continents, parce que nous y vivons, évidemment. C'est naturel. Mais si on fait une projection différente, et il y a un scientifique qui s'appelle Spilos qui a fait une projection de la planète en l'écrasant à partir de l'Antarctique, alors on découvre que l'Antarctique est une île entourée d'un grand océan mondial avec des continents autour. Et que cet océan mondial, il est parcouru par d'immenses courants qui font le tour de la planète. Et ces grands courants nous sont essentiels, parce que c'est eux qui sont les climatiseurs. Ils emmènent dans les régions froides les eaux chaudes des tropiques, et ils emmènent, oui, derrière nous, les eaux froides dans les régions où elles vont dans les régions chaudes. C'est-à-dire que c'est un échangeur. Et cet échangeur, il est essentiel pour que la planète ne soit pas surchauffée dans les régions équatoriales et tropicales et glacée dans les régions polaires. Aujourd'hui, cet échangeur, ces grands courants marins,
eh bien, ils sont perturbés. Ils sont perturbés par le réchauffement climatique et en particulier des régions polaires. Pourquoi ? Parce que le moteur de ces grands courants marins, c'est la formation de la banquise polaire, de la glace de mer. Quand la mer gèle, elle expulse le sel. Et donc, sous la glace de mer, il y a une eau très très salée et très froide. Et cette eau très salée et très froide, elle est très lourde, très dense. Elle coule au fond de la mer. Elle coule au fond de l'océan. Et elle s'en va. Elle descend de l'Arctique, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, puis elle va passer dans l'Indien et dans le Pacifique. Et ce déficit en eau, il est remplacé par de l'eau chaude de surface qui vient des tropiques. Et donc ça fait un grand circuit comme ça tout autour de la planète. Et si ça gèle plus? Et si tout d'un coup, la banquise polaire ne se fait plus? Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous avons perdu au cours des 30 dernières années 16% de surface d'englacement. C'est, que ce soit au nord ou au sud, hein, c'est la même chose. C'est colossal. Vous savez pourquoi on parle de changement? C'est parce que la moyenne ici des surfaces englacées au cours des 10 dernières années est différente de la moyenne des surfaces englacées au cours des 30 années qui ont précédé. Parce qu'on fait attention, nous, hein, à ce qu'on ne se soit pas trompé par des petites variations. Donc on fait ces moyennes sur des dizaines d'années. Eh bien, je vous garantis que le changement est profond, qu'il est en cours, qu'il est d'une ampleur considérable et qu'il est urgent de ne pas en rajouter une louche en consommant inutilement nos énergies fossiles et en envoyant du CO2 dans l'atmosphère. Urgent de se préparer à ce changement et urgent d'agir. C'était un cours magistral sur la circulation thermohaline. Merci François. Interrogation écrite dans une demi-heure. Hein. Tout est lié, effectivement, tout est lié. Isabelle, d'ailleurs, quand on navigue, hein, on ne compartimente pas l'air, l'eau, la terre. On a besoin d'avoir une vision élargie de ce qui nous entoure, n'est-ce pas ? On l'a forcément parce que quand on regarde autour de soi à 360 degrés, il y a de la mer et du ciel, donc on a une vision élargie. Et puis moi, je voudrais aussi vous faire partager un sentiment que c'est un petit peu plus difficile d'avoir à terre, parce qu'à terre, il y a encore un peu trop de lumière partout. C'est pas le cas sur l'océan, mais quand vous avez la chance d'avoir sur l'océan une belle nuit étoilée, et que vous vous couchez sur le pont, sur le dos, et puis que vous regardez la nuit étoilée, et là, tout d'un coup, et je pense que tout le monde a le même réflexe, vous vous dites « Waouh, qu'est-ce qu'il y a des milliards et des milliards de planètes, de soleils, devant moi ?» Et pour l'instant, à des centaines de millions d'années-lumière, on n'a pas trouvé une petite boule, un petit confetti comme la planète Terre, où il y a de l'eau, en fait, et où il y a la vie. Et donc là, tout d'un coup, on se dit, quand même, la planète A, elle est mieux qu'une éventuelle planète B. La planète A, c'est la nôtre. Et là, je trouve qu'il y a vraiment cette conscience, quand vous dites tout est lié, c'est à partir de ça, quoi. C'est parce qu'on est tous liés par l'appartenance à cette petite planète, à ce minuscule grain de poussière dans le cosmos, mais qui est un grain de poussière incroyable. Et à partir de là, François parlait du climat, de l'océan, mais il faut aussi évidemment parler de la vie. La vie a eu cette chance, quelque part, je mets des guillemets bien sûr, d'avoir eu un océan qui a protégé ses débuts, qui a permis ses débuts. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'eau, et l'eau c'est le lien. L'eau transporte, elle transporte dans notre corps, elle transporte les éléments pour nourrir nos cellules, mais elle transporte la chaleur, elle transporte... voilà, donc il n'y a pas de vie sans eau. Et parce qu'on est une planète d'eau, il y a de la vie. Puis après, cette vie, elle s'est petit à petit organisée, où finalement, on se rend compte que chaque individu de cette planète, chaque vivant de cette planète, animal ou végétal, dépend de tous les autres. En fait, on est complètement liés les uns aux autres
par voilà, tout ce que... aujourd'hui, par exemple, on respire... la moitié de l'oxygène qu'on respire, il est fabriqué par le plancton marin, par exemple. Donc on dépend d'un truc qui est là-bas, au fin fond de l'océan, et auquel on pense jamais. Et puis voilà. Et donc on est tous liés les uns les autres. Et je me souviens d'avoir entendu... une conférence par un des anciens présidents du Muséum d'histoire naturelle. Lui, il disait, c'est un peu comme si on imaginait la Tour Eiffel, qui est faite de milliers et de milliers de barres de fer, de métal qui sont soudées les unes aux autres, et puis qu'en ce moment, petit à petit, on coupe des barres de métal. Alors, 1, 2, 3, c'est pas grave. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, ça va devenir grave parce qu'on va risquer un effondrement complet parce que on est tous liés, on est tous solidaires les uns des autres. Et j'aime bien ce sens de la solidarité au fond, la solidarité avec les vivants, la solidarité des vivants entre eux. Et je pense que pour mettre en œuvre ce que disait tout à l'heure mon voisin, c'est aussi la solidarité entre les humains qu'il faut qu'on développe. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. On sauvera pas, personne ne sauvera la planète tout seul, même s'il est je ne sais quel personnage emblématique. Mais on se sauvera nous-mêmes, parce qu'au fond, sauver la planète, c'est sauver nous. La planète, elle n'a pas besoin de nous. Voilà, parce qu'on sera capable de recréer ces solidarités et puis d'avancer ensemble. Parlez-nous de ces liens d'interdépendance, François. On peut prendre par les deux bouts. On évoquait tout à l'heure, tu évoquais Isabelle, la naissance de la vie. Cette vie, au départ, c'était un. Et petit à petit, elle a généré de la différence en faisant des erreurs de copie, de reproduction. La vie, c'est l'erreur de reproduction, de la différence. Et ces petites différences ont fait diversité des espèces. Mais ce qui a fait les grands sauts du vivant, c'est pas tant la différence, les erreurs, la diversité, que les associations. Les grands sauts du vivant, c'est des sauts associatifs. Les chloroplastes, c'est des petites bactéries dans des cellules qui nous donnent cet oxygène. Nos cellules respirent grâce à des petits organismes qu'on appelle les mitochondries, qui sont d'anciennes bactéries. Les coraux qui construisent, qui ont changé la géologie de la planète, c'est une association d'un petit polype, rien du tout, et puis d'une petite algue. Et tout ça, l'association, c'est les liens. Et puis, on peut le prendre par l'autre bout, chacun d'entre nous. Comment est-ce que vous vous définiriez ? Est-ce que vous diriez je suis humain, je pèse 80 kilos, Non. Si vous dites définir un ami, vous dites j'ai dîné avec lui, j'ai fait ça. Si je devais définir François Sarano, c'est ce moment avec vous, ce moment ensemble. C'est-à-dire que je me définis par les liens que je tisse avec mon environnement. Et aujourd'hui, ce soir avec vous, avec mon épouse Véronique, avec mes filles, Marion, Maud, ma petite fille Ayaté, avec les cachalots, avec ça. Je suis les liens. C'est les liens qui me définissent. Nous ne pouvons pas les couper. C'est les liens aussi de mon endofaune, de mon endoflore. Si je les enlève, je suis malade. Si je coupe mes liens sociaux, je suis malade. Si je ne vais plus voir Elliot le cachalot, je ne suis pas bien. Bref, chacun d'entre vous, réfléchissez à ça. Vous n'êtes que les liens. Nous sommes des nœuds singuliers, parce qu'on a un génome singulier, un nœud singulier de relations, d'interdépendance. Et puis après ça, quand on a dit ça, on se dit, jusqu'où vont ces interdépendances ? Où va-t-on couper pour dire « je suis individu » ? Eh bien, on ne sait pas où mettre le curseur. On est toujours lié à quelqu'un qui est lié. Et là, on comprend bien que si on commence à couper les liens même lointains, ça nous touche nous, ça touche surtout ceux qu'on aime. Alors, il faut y faire attention. Et puis on comprend mieux l'image de la toile du vivant. La toile, il n'y a pas de nœud. C'est juste des liens qui s'intègrent les uns dans les autres. On devrait même l'appeler la tapisserie du vivant, parce qu'il y a des tas de couleurs, des tas de différences. La différence, c'est la richesse, parce que ça permet de multiplier la diversité, la variété.
de ces interdépendances, de ces liens. Nous sommes des interdépendances, c'est tout. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous qui voguez, vous qui côtoyez de près le monde sauvage, Isabelle, que vous a enseigné ce contact, ce lien, cette expérience forte de la nature? Alors évidemment, c'est toujours difficile de mettre des mots parce que ça commence d'abord par de l'émotion. Ça commence par un espèce de sentiment, et pour rejoindre ce que disait François, d'une appartenance à ce tout qui est autour de moi, que je vois, qui est la mer, les nuages, les poissons quand j'en vois, les oiseaux, parfois des mammifères marins, mais au fond, voilà, je suis dedans. Je pense que nous, les Homo sapiens, petit à petit, on a commencé à se penser ailleurs, au-dessus, à côté, différent. Et en fait, non, on est parfaitement dedans. Et ça, c'est la première chose qu'on ressent, je trouve, quand on est en mer. C'est que, voilà, on est dans un milieu. Et du coup, on le regarde comme on regarderait des proches. Des gens de sa famille. Voilà, on a une façon de ressentir. Et après, évidemment, quand on est toute seule, même on leur parle des fois. Hein. C'est pas qu'on est complètement. Enfin, des fois, c'est peut-être parce qu'on est un peu fatigué, mais non, c'est parce que on a des choses à leur dire en fait. Comme on peut parler à une fourmi, vous savez, les enfants ils parlent avec les fourmis. Hein, après on oublie, on sait plus parler fourmis, mais au début on sait. Et voilà, je trouve que la première chose c'est cette espèce d'émotion. C'est aussi, et ça pour ça la mer c'est génial, c'est que c'est cette sensualité qui fait appel à tous les sens. C'est-à-dire que la mer évidemment c'est ce qu'on voit, mais c'est aussi ce qu'on sent. Les mers ont des odeurs, bien sûr. C'est aussi le toucher, hein, les mains salées, voilà. C'est bien sûr le mouvement. C'est les bruits du bateau, les bruits de la mer. Un bateau, c'est jamais silencieux. C'est toujours. Donc voilà. Donc on est complètement. Et puis après vient quelque chose que j'ai aussi adoré et que je partage avec François. C'est s'émerveiller du comment ça marche et d'essayer de comprendre. Et de se dire, ben oui, mais la baleine, là, comment est-ce qu'elle sait que je suis là et comment est-ce qu'elle m'évite et l'oiseau, pourquoi est-ce qu'il est dans le sillage et qu'est-ce qui se passe en dessous et voilà. Et donc cette façon d'être sollicité intellectuellement et voilà, qui fait que voilà, qu'on a envie de s'émerveiller aussi de cette. Enfin, chaque animal de la planète, chaque plante de la planète est une merveille incroyable. Comment ça marche, quoi? Comment ça fait pour vivre? Et je trouve que en mer, on le ressent, oui, particulièrement. Et on reviendra à l'océan bien sûr, mais on peut également s'émerveiller sur le palier de sa porte. Vous, François, parce que vous habitez à Valence, hein, vous êtes un terrien également. Vous dites bonjour, vous, le matin, à la biodiversité, dans votre jardin. Comment vous communiquez avec voilà, comment vous vivez l'altérité? Bonjour. Avec mon épouse, le matin, on a beaucoup de chance parce que mes parents avaient un jardin et on l'a conservé et on le laisse en libre évolution. Des ronces partout, avec des nids dedans, avec des hérissons, des oiseaux incroyables. Vraiment. Et le matin, la première chose, on ouvre la fenêtre, on a juste en face, on a un arbre de Judée, et on dit « bonjour, bonjour », en pensant « belle journée ». Bonjour à l'arbre de Judée. Bonjour au chardonneret qui est posé juste là. Bonjour. Et tout d'un coup, on donne existence à cet arbre de Judée, que j'aime beaucoup, au chardonneret. Et sinon, ils ne sont pas là. Mais cette attention, cet égard envers eux nous met en relation, nous enrichit.
Et quand il y a des gouttes de rosée sur les feuilles, je les offre à Véro, parce que le soleil est teint dedans, c'est les plus beaux diamants. C'est très sérieux. C'est vraiment, ça vous réinsère dans le monde. Je pense aussi à mes parents, qui fait que je suis ici, et à ce qu'ils m'ont donné. Vous vous remettez dans ce monde, vous réactivez vos interdépendances. Parce que ces interdépendances, elles sont pas que linéaires, elles sont pas qu'aujourd'hui, elles sont dans un volume incroyable. Il faut les repenser comme ça. Et donc, avec ma petite fille, on fait ça dans le jardin. Je peux pas l'emmener voir les cachalots, le grand requin blanc. Mais il y a et les fourmis, et les tritons, et les vers de terre. C'est extraordinaire. Elle s'émerveille de ça. Elle s'émerveille. C'est pas moi qui l'entraîne, c'est elle qui me prend par la main. Et vous êtes heureux de cet émerveillement. Bref, ce contact avec le vivant, ça vous remplit de paix. Vous êtes bien, vous êtes heureux. Et qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? C'est ça. Aucun smartphone va vous offrir ça. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut repenser. Je crois que ce bonjour nous permet de prendre la bouffée d'oxygène qui va nous permettre de lutter dans ce monde, de résister, parce que on est... Hein? Ouais. Bon, vous avez compris, quoi. C'est un peu dur. D'ailleurs, je vous avais écouté, François, dans une précédente conférence, et d'ailleurs, grâce à vous, chaque matin, moi aussi, je dis bonjour. Voilà, je voulais vous le dire. Et d'ailleurs, mes enfants et mon grand a pris ce réflexe-là aussi. Donc, merci pour ça. On va revenir à l'océan, et on reparlera bien sûr de belles histoires et d'émerveillement. Vous avez commencé effectivement à nous parler de la circulation thermohaline tout à l'heure. L'océan est sous le feu croisé de plusieurs menaces. Et il y en a une en particulier qui coupe justement ces liens d'interdépendance. Vous nous dites que nous sommes rentrés dans un processus de juvénilisation du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Notre exploitation est tellement effrénée, de l'ensemble du monde terrestre et marin, est tellement effrénée que nous ne laissons plus aux habitants que nous exploitons, à nos cousins sauvages, le temps de devenir vieux. Aujourd'hui, nous considérons qu'une population exploitée va bien lorsqu'elle se reproduit. C'est un petit peu comme si, vous n'allez pas dire que je veux ça, hein, mais c'est un petit peu comme si, ayant à gérer la population humaine, eh bien, nous considérions qu'au-dessus de 25 ans, les humains ne servent plus à rien et que la population humaine serait en bon état s'il n'y avait que des jeunes jusqu'à 20-25 ans. C'est ce que nous avons fait au monde, aux forêts et aux populations animales. Il n'y a plus de vieux requins, il n'y a plus de vieux poissons, parce que soit nous les avons consommés, soit ils sont morts et n'ont jamais été remplacés. Quelles conséquences ça a? Parce que c'est ça qui est important. C'est qu'on a privé l'ensemble de ces populations et les écosystèmes des interdépendances que ces individus âgés avaient tissées avec le reste du vivant. Et les interdépendances de ces individus âgés sont très différentes de celles des individus plus jeunes. Les interdépendances de François de 5 ans ne sont pas les interdépendances de François de 50 ans et de François de 70 ans. Pensez à ça. Eh bien, c'est pareil pour les individus autres qu'humains. Un jeune pied de corail de 10 ans n'a pas les mêmes interdépendances qu'un pied de corail de 300 ans. Hein, ce pavonat qu'on vient de découvrir, là, qui a 300 ans et qui couvre, je ne sais plus combien, 50 mètres. Cela veut dire que l'ensemble des écosystèmes sont privés des interdépendances des individus âgés. Je vais prendre un exemple peut-être plus simple. La forêt. Vous avez un chêne de 5 ans, un chêne de 50 ans, un chêne de 500 ans et un chêne mort.
eh bien l'ensemble de ces chaînes, même si c'était le même au départ qui a fait un gland, hein, n'ont pas les mêmes interdépendances. Elles sont toutes essentielles à la vie de l'écosystème. Et si vous enlevez l'un de ces chaînes, c'est comme si vous enleviez une espèce différente. Un érable de 5 ans et un chêne de 5 ans ont à peu près les mêmes interdépendances dans une forêt et bien différentes du chêne de 5 ans et du chêne de 500 ans. Eh bien, ce que nous avons fait à la planète, c'est nous avons privé la planète de l'ensemble des individus âgés. Et donc, les écosystèmes se retrouvent aujourd'hui constitués d'espèces qui n'ont que des juvéniles. Et l'autre chose, en faisant comme ça, nous favorisons toutes les espèces à renouvellement très rapide, c'est-à-dire les espèces pionnières, et aux dépens des espèces à durée de vie longue qui ont besoin de temps pour s'installer. Quelle conséquence? Un grand déplacement de l'ensemble des espèces d'un écosystème vers ces espèces pionnières qui, très ubiquistes, aux dépens des autres. Quand arrivent des espèces nouvelles dans ces écosystèmes, il n'y a personne pour les arrêter, elles deviennent invasives. Alors que dans un écosystème où, à maturité, où il y a ces grands individus âgés de l'ensemble des espèces, eh bien les espèces nouvelles s'installent et enrichissent l'écosystème. Et dans un écosystème exploité, elles deviennent immédiatement invasives parce qu'il n'y a personne pour les arrêter. C'est ça la grande différence. Un écosystème en libre évolution va accueillir tous les étrangers. Parce que c'est la loi du monde. L'étranger, c'est la loi du monde. Le vivant, il envoie toujours des émissaires pour aller voir s'il peut aller dans d'autres écosystèmes. Tout le temps. Tout le temps, il y a des migrants, tout le temps. C'est la richesse. Et quand elle arrive dans un écosystème qui sait le recevoir, un écosystème mature, il ne fait que l'enrichir de nouvelles interdépendances. Mais quand il arrive dans un écosystème, encore une fois, affaibli, immature, juvénilisé, il devient invasif et nous nous étonnons de ça. Ce que vous exprimez vaut pour l'ensemble des écosystèmes de la planète et en particulier pour les océans. On va justement remettre la focale sur les océans avec vous, Isabelle. Par-dessus le marché, la menace climatique, la pollution, parlons-en également. Oui, parce qu'en fait, tout ça va ensemble. Parce que le dérèglement dont il parle, ça a des conséquences aussi sur les facteurs climatiques. Enfin, voilà, c'est encore une fois une question d'interdépendance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très préoccupé par le climat. Alors, on le voit à notre petite échelle, parce que tout simplement, en ce moment, à côté de Nantes, il a beaucoup plu. Pourquoi il a beaucoup plu et que c'est des années exceptionnelles qui vont être de plus en plus fréquentes? C'est parce que l'atmosphère est un peu plus chaude qu'avant et l'air chaud tolère plus d'humidité en son sein que de l'air froid. Donc on a des dépressions du mauvais temps qui possèdent une quantité d'eau à l'intérieur de ces dépressions supérieure, et donc il pleut plus, et quand il pleut, on a des extrêmes, des choses qu'on connaissait une fois tous les 50 ans, on va les avoir tous les 3-4 ans. Donc ça, évidemment, on s'en rend compte, mais le dérèglement climatique, qui est un réchauffement global de la planète, qui ne veut pas dire que ça se réchauffe partout, mais en tout cas en moyenne, ça a des conséquences aussi terribles pour l'océan, parce que ce CO2 qui est émis dans l'atmosphère parce qu'on brûle au fond du gaz, du pétrole et du charbon, il va être absorbé en partie par l'océan, et en absorbant ce CO2, l'océan va s'acidifier. Et ça, c'est de la physique et de la chimie, que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. Et un océan plus acide, vous me direz, so what, quel est le problème d'un océan plus acide? Ça a justement beaucoup de conséquences sur la vie océanique. En particulier, par exemple, je ne sais pas si vous avez essayé de mettre un coquillage dans un verre de coca, c'est excellent pour l'estomac, le coca, parce que c'est hyper acide. Donc on voit bien que ça doit être super bon. Vous allez voir que la coquille va se faire bouffer, va se nécroser, va se fragiliser, parce que la coquille, elle est faite, sans rentrer dans des détails trop compliqués, de carbonate de calcium, qui est dissous dans les milieux acides. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'observer petit à petit dans l'océan? C'est que toutes les coquilles
et donc tous les coquillages sont fragilisés, mais aussi une très grande partie du plancton, puisqu'une très grande partie du plancton, en fait, a une coque extérieure, on va dire un squelette extérieur, qui est un squelette en calcaire, en carbonate de calcium, donc qui se trouve fragilisé. Donc, en fait, le dérèglement climatique, le fait qu'il y ait du CO2 dans l'atmosphère, ça impacte directement la vie dans les océans. Et la boucle retour, puisque tout est lié, c'est que s'il y a moins de plancton, en fait, le plancton, une grande partie du plancton, c'est du plancton végétal. Donc, le plancton végétal, c'est comme les arbres ou les plantes, ça capte le gaz carbonique et ça produit de l'oxygène. S'il y a moins de plancton, le plancton, quand il capte ce CO2 atmosphérique et puis qu'il meurt, il va couler au fond des océans, donc il va entraîner ce CO2 au fond des océans. On n'a plus cet effet-là, on a moins cet effet-là, on a moins de ce plancton végétal, donc on a moins de capture du carbone. Donc on est dans un espèce de cercle qui est un cercle vicieux en fait, qui fait que plus on émet de CO2, plus on réchauffe, plus on acidifie, moins on a de plancton et donc plus on a de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça c'est vraiment la boucle qu'il faut absolument casser. Et il y a que, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que tout ça n'est pas dû au passage de la comète. Tout ça n'est pas dû à des choses qui nous tomberaient sur le coin de la figure sans qu'on puisse absolument rien y faire. Tout ça est juste dû à Homo sapiens et surtout à sa façon de s'organiser, à sa façon de produire et de consommer. Donc ça, c'est des choses qu'on peut éminemment changer. C'est notre problème. Et donc là-dessus, voilà, on peut vraiment agir, mais il faut vraiment se dire que c'est nous, ensemble, qui allons agir pour ça. Il va encore une fois pas y avoir de coup de baguette magique et pas de technologie miracle. Il faut arrêter de raconter ça. Pas de technologie miracle qui vont tout d'un coup capturer le CO2, refroidir la planète ou faire je ne sais quoi. On va avoir besoin de science et de technologie, mais pas pour ce genre de délire planétaire. Deuxième chose, vous parliez de la pollution. La pollution, on l'a dit tout à l'heure, la Haute-Loire et puis la Loire-Atlantique. Voilà, là aussi tout est lié. C'est-à-dire tout ce qui se passe quelque part sur la planète, ça a des retentissements. Tout ce qui vient des pesticides de l'agriculture, des émissions des usines ou des entreprises, ou pour certains endroits de la planète des villes, où c'est pas, ça va se retrouver dans l'océan et ça va avoir des conséquences là aussi dramatiques. C'est-à-dire qu'on voit là aussi des appauvrissements des écosystèmes. Quand ça va vraiment très loin, on a des morts complètes d'écosystèmes. On a des zones anoxiques. Voilà, on a des zones maintenant sur l'océan qui sont des zones mortes, où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus d'oxygène, où tous les êtres vivants ont été tués par l'accumulation de ces pollutions. Et voilà, et ces zones, elles ont tendance à grandir. Donc là aussi, c'est notre problème, c'est notre responsabilité. Et on peut changer et on peut faire autrement. Donc voilà, s'il y a quand même... parce que quand on parle de ces sujets-là, on a un peu tendance à se dire « Oh là là, mon Dieu, c'est la catastrophe ». Oui, mais c'est quand même une catastrophe qui est encore réversible. En tout cas, on peut encore faire quelque chose. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans la préface de François et de Véronique. Vous dites que la nature est bonne fille, elle est d'une résilience inouïe. Mais oui, mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure quand il parlait des aires marines protégées, à condition qu'elles soient bien protégées et bien respectées. Pas juste le truc qu'on quadrille sur la carte en disant j'appelle ça une aire marine protégée, parce que malheureusement il y en a beaucoup comme ça. Mais c'est vrai que ce que disait François, quand on relaisse un peu de place au vivant, le vivant, il ne demande que ça. J'ai lu, il y avait un petit papier dans Le Monde cet après-midi qui était assez sympa, qui disait que pour la première fois depuis des dizaines et des dizaines d'années, on avait à Paris retrouvé 3 espèces de moules d'eau douce, qui sont des espèces de moules extrêmement rares, qui sont sur la liste rouge, donc la liste vraiment de quasi-disparition de l'Union de la conservation de la nature. Et on en retrouve à Paris. On en retrouve pourquoi à Paris? Merci les Jeux Olympiques. C'est parce que il y a eu un travail de fond qui a été fait sur la Seine pour dépolluer.
pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de rejet d'usine, pour faire en sorte qu'il y ait moins de traitement, pour faire en sorte... Et donc on a une eau maintenant sur la Seine qui est sans doute pas encore le fin du fin, mais qui quand même une eau moins toxique pour la vie. Et donc en très peu de temps, parce que finalement, ça fait quoi? Ça fait, bon, les Jeux Olympiques, c'était il y a 6 mois, mais disons que ça fait 1 ou 2 ans que cette eau est un peu moins toxique. Eh ben, les espèces, elles n'étaient pas complètement disparues. Elles étaient dans des petits coins. Et puis, on leur a donné la possibilité de réinvestir un espace. Elles l'ont fait. Donc, ça, c'est quand même des sacrées bonnes nouvelles. Vous l'avez dit, François, ce qui est fabuleux, c'est l'exubérance de la vie lorsque finalement on laisse faire. D'ailleurs, le mot réensauvagement, vous aimez pas trop parce que c'est un verbe, vous me dites, actif. Le mieux, finalement, c'est de rien toucher du tout. Il faut donner de la valeur au rien faire. Nous avons une maladie, nous les humains, c'est l'interventionnite. Nous croyons qu'il faut aider la nature. Elle a 3,5 milliards d'années d'expérience. Laissons-la faire. Lorsqu'on laisse en libre évolution, sans prélèvement, encore une fois, elle revient. Et petit à petit, les écosystèmes retrouvent leurs individus âgés qui assoient le système naturel. Exemple, Parc national de Porquerolles, il y a 60 ans, 4 mérous. Le mérou, c'est le poisson carnassier emblématique de la Méditerranée. On oublie les requins, malheureusement, il va falloir plus de temps pour qu'ils reviennent. 4 mérous, on décide de faire une toute petite aire marine protégée. Au bout d'une quinzaine d'années, 40 mérous. Les scientifiques commencent à s'affoler. Il va falloir réguler, parce que les mérous vont manger toutes les langoustes et tous les poulpes. Aujourd'hui, 60 ans après, il y a, au dernier comptage, 870 mérous sur le même tout petit îlot, autour du tout petit îlot de Porquerolles. C'est l'endroit où il y a le plus de poulpes, où il y a le plus de langoustes, où il y a le plus de dentés, où il y a le plus de plongeurs. C'est l'endroit... Oui, parce que les gens peuvent aller le voir, cet endroit-là. Et ils redécouvrent, encore une fois, l'exubérance du vivant. Nous n'avons plus idée. Notre amnésie écologique nous a fait oublier ce qu'était le vivant, la puissance du vivant, lorsque tout d'un coup, on lui laisse un peu de place. Et qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, ça nous remet en paix dans des endroits où on peut avoir un contact avec la vie sauvage. Et la vie sauvage marine ne fait pas la relation avec l'homme prédateur. La vie sauvage marine est innocente. Elle vient voir. Quand ce sont des animaux curieux, ils s'approchent, ils nous découvrent. Les cachalots, il n'y en a pas autour de Porquerolles, mais quand on est là, ils ont une intelligence du monde qui n'est pas la nôtre. Ils viennent nous interroger. Les rencontres qu'ils nous offrent, elles sont authentiques. On a oublié ce que c'est que ce mot authentique. Il n'y a pas de tricherie. On ne peut pas avec un animal sauvage dire j'ai tractation, ceci. Non, non. Ils offrent une relation qui s'établit. À nous de la faire durer en étant humble, en ouvrant les oreilles et en sachant écouter ce que l'autre, le différent, a à nous dire. La vie sauvage, la rencontre avec ces animaux, c'est une école de vie en société. Parce que là, on apprend à trouver cette distance juste avec celui avec qui il est difficile de communiquer. Avec le cachalot, avec le requin blanc, avec le mérou, on ne peut pas communiquer. Je ne le comprendrai jamais, moi, le cachalot. Même Elliot, avec qui j'ai passé des années, il ne me comprendra jamais. Et pourtant, au-delà de cette barrière essentielle par essence, c'est pas, on la franchira jamais. Au-delà de cette barrière, on trouve, lorsqu'on veut la trouver, la distance juste qui permet d'être bien ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. Ce n'est qu'une volonté. Et dans le cadre de la relation avec l'animal sauvage, même si c'est lui qui offre la rencontre, c'est notre volonté à nous
de savoir trouver cette distance de paix. C'est la même chose avec nos voisins humains qui ont religion, tradition, sexualité différentes. Sachons trouver cette distance de paix, même si on ne se comprend pas. Et je suis sûr qu'on est suffisamment, tellement différents qu'on peut ne pas se comprendre. Mais la vie sauvage, elle nous apprend ça. Et le monde marin nous apprend ça. Au cours de la dernière expédition avec les cachalots, il y avait un philosophe extraordinaire qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est venu, enfin il vient régulièrement avec nous sur les cachalots, et à un moment donné, lui qui est un terrestre, il a l'habitude d'être avec les animaux terrestres, il a plongé avec nous au milieu de raies mobula. C'est des grandes raies géantes qui planent, qui sont extraordinaires. Et il n'avait jamais fait ça. Et les raies sont restées. Il n'a pas bougé, elles sont revenues. 1h30 dans l'eau, c'est moi qui étais obligé d'aller le chercher, qu'ils sortent. En sortant, Baptiste était bouleversé. Et il a dit, je crois que les animaux sauvages nous rendent notre innocence. Ils nous donnent une deuxième chance. Les animaux marins nous donnent une deuxième chance. À terre, c'est difficile, tellement on a nos fusils qui sont là tout le temps. Mais en mer, les animaux marins nous tendent la main. Certaines veulent tisser des relations. Quand un cachalot vient vers vous et entonne cette séquence courte de coda, dans son langage propre, qu'il reste pendant 10 minutes, il veut tisser des liens. Oui, il veut tisser des liens. Il veut... il voulait m'apprivoiser. Nous n'avons pas le monopole de l'envie d'apprivoiser les autres. Il y a d'autres intelligences dans ce monde qui ont elles aussi envie de tisser des liens. Alors, à notre tour, tendons la main. C'est ça que ça nous apprend la vie sauvage, marine en particulier. Il ne faut pas le louper, il faut que vous l'offriez à vos enfants. C'est ça qu'offrent les œuvres de Michel. C'est cette envie de renouer, solidarité, je ne sais pas, tu emploies des mots, on est ensemble et on est bien, pas dans l'affrontement, on est bien quand on est ensemble, quand on renoue, quand on tisse des moments de paix. Je finis, mais juste, j'ai eu la chance extraordinaire, surtout au cours du film Océan, de plonger avec des grands requins blancs. Vous savez, ce qu'on a appelé les dents de la mer. Et les moments où j'ai nagé à côté, mais quelques centimètres nous séparaient, des centimètres de confiance réciproque. Vous êtes envahi d'une paix bouleversante qui vous change pour toujours, qui vous donne envie de hurler la paix du monde, hurler la beauté du monde, hurler l'envie de l'offrir. Quand j'étais là, j'étais plein de merci. Je voulais que tous ceux que j'aime partagent ce moment formidable. Et à cet instant-là, vous aimez le monde entier. C'est ça que vous offre la vie sauvage. Voilà pourquoi il faut lui redonner une chance. Redonner une chance, laisser de la place à tous ces autres. Vous aussi, Isabelle, vous qui racontez si bien les histoires, faites-nous vivre par procuration un moment de félicité en mer, au contact du monde sauvage, s'il vous plaît. Alors c'est toujours, évidemment, toujours difficile de choisir parce que les moments de vie en mer, c'est des tas de petits moments comme ça, juste parce qu'on est là où il faut quand il faut. Si je dois évoquer qu'une seule chose, je crois que c'est... moi, je ne suis pas sous l'eau, je suis au-dessus de l'eau. Donc moi, c'est plutôt les oiseaux marins qui vous accompagnent. Et je pense que, pour moi, le grand symbole, c'est l'albatros. En plus, j'ai eu la chance, il y a eu une journée incroyable où... c'était mon premier tour du monde
Et je venais de franchir la barrière un peu symbolique des 40e Sud, vous savez, les fameux 40e rugissants, voilà, dont on raconte plein d'horreurs. Et faut pas écouter toutes ces horreurs parce que c'est quand même aussi des endroits absolument magiques du monde. Et ce jour-là, en plus, c'était bien, c'était mon anniversaire. C'était classe. Et c'est là que j'ai vu les premiers albatros. Et en fait, c'était vraiment des 40e apaisés. Il faisait beau, froid, beau. Et il y avait une grande houle énorme comme ça. Et donc, il y a 2 albatros qui sont arrivés. Et en fait, c'est magique, ces oiseaux, parce que ce sont des très gros oiseaux, dont certains peuvent avoir 3,50 m d'envergure. Donc, c'est les plus gros oiseaux marins. C'est énorme quand on voit à côté les petits prions et les petits... on voit que c'est des grosses bêtes qui, en fait, volent en planant et ne battent quasiment pas des ailes. Donc, on a ces oiseaux dont on a l'impression qu'ils dansent comme ça. En plus, là, ils étaient 2, donc on a l'impression qu'ils faisaient des figures aussi. Peut-être que à travers leur danse, ils se racontaient quelque chose, je ne sais pas. Et en fait, on essaie de comprendre comment ils font pour voler sans battre des ailes. Et ben, c'est parce que eux, ils voient les 3 dimensions de l'air et ils voient les ascendances de l'air et ils voient que devant la grosse houle, la houle pousse de l'air et que c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc ils arrivent, ils tangentent la vague, ils prennent cette poussée de l'air qui les remonte et après ils vont continuer, ils vont se laisser comme ça redescendre et ils s'arrangent évidemment pour arriver au ras de l'eau. Albatros, ça, Isabelle ? Voilà. Ouais. Là, ils sont en train de décoller. Ils ont plus de mal quand ils décollent. Mais voilà, il y a une espèce de quelque chose d'un peu fascinant, irréel, en fait, de voir et puis évidemment, ça tisse aussi quelque chose. Je ne sais pas si eux, ils voient le bateau. Eux, ils voient aussi les courants d'air créés par le bateau. Ils se mettent pas n'importe où par rapport au bateau. Ils se mettent à certains endroits où ils savent que le vent sur la voile va repartir et que là, ils vont s'en servir, par exemple, de ce courant d'air créé par la voile du bateau. Donc voilà, il y a une forme alors, je pense pas aussi puissant qu'avec un cachalot qui va venir t'approcher, mais quand même, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on fait partie de l'écosystème. Parce que les oiseaux aussi vont se servir de vous, de votre bateau, dans leurs évolutions. Donc ça, c'est des moments assez magiques. Faut juste rester, les yeux ouverts à les regarder, quoi. Merci pour ce partage. François, vous vouliez rajouter ? Ah oui, je trouve ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu racontes, c'est que ça nous montre que les autres vivants ont des sens incroyables que nous n'avons pas. On croit toujours que le monde, c'est nos 5 sens, et encore, on les utilise pas beaucoup, on n'utilise pas assez les caresses, le toucher, tout ça, mais ils ont des sens qu'on n'a pas. Ils ont une intelligence du monde, une compréhension du monde beaucoup plus large que la nôtre. Le monde n'a pas que les dimensions que nous voyons. Il est grand, les animaux, ils utilisent la moindre variation du champ magnétique terrestre pour s'orienter. Nous, on est incapables de faire ça. Ils ont des sens qui sont plus précis que nos meilleurs outils. Ils sentent... Tiens, les requins, ils sentent les micro-champs électriques qui sont liés à l'activité cellulaire au moment de la dépolarisation de la membrane, lorsqu'il y a une activité cellulaire. Nous, il faut faire, pour qu'on voit mon activité cérébrale, il faut faire des électroencéphalogrammes, ou des électromyogrammes, ou cardiogrammes. Le requin, il n'y a pas besoin d'outils. Et il sait déjà que sous le sable, là, caché, alors qu'on ne voit rien, qu'on ne sent rien, qu'il n'y a rien qui bouge, il y a un animal, parce qu'il a senti, grâce à ce sens particulier qu'il a, qu'il y avait un animal vivant, qu'il y avait une activité vivante là-dessous. Mais je prends cet exemple, mais l'ensemble des vivants autour de nous ont des sens que nous ignorons. Regardez, les cigognes arrivent, elles sont passées, elles étaient posées là, juste chez moi. Alors, j'habite Valence, c'est un peu plus sud, mais elles sont là. Comment s'orientent-elles?
On serait bien incapable de faire ces voyages. Je parle pas de la Sterne Arctique, je parle pas des tout petits oiseaux de rien du tout qui font des migrations incroyables. Ah! Regardons les merveilles de ce monde, vraiment. Ah, c'est merveilleux. Est-ce que, François, là, à l'instant même où nous parlons, vous avez senti que nous étions en présence d'un ours polaire? Je le regarde du coin de l'œil. Je suis désolé, Oui, parfois, on on du est coin de l'œil. inattentif à vous parce que tout d'un coup, hop, on jette un petit regard ici pour voir comment cet ours... Michel, j'ai l'impression que là, il est sorti de terre. Oui, 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 comme moi, quoi. Alors, vous allez nous rejoindre, venir papoter un petit peu avec nous. Il y a une 4e place. Ce que j'ai entendu, c'était tellement beau que je ne pourrais pas dire des choses. Mais vous avez des belles choses à nous raconter. Venez, Michel. Je crois que vous applaudirez moins quand j'aurai parlé. On vous a pas trop déconcentré, j'espère. J'étais très concentré sur mon travail, comme toujours. Vous êtes satisfait du produit Bon, fini bon, il faudrait plus de temps quand même, parce que en 1h15, c'est un peu difficile de faire une pièce terminée. Et puis avec la lumière crue comme ça, c'est plus difficile qu'avec la lumière du jour qui enveloppe la pièce. On voit, c'est plus difficile de voir, quoi. Donc ce serait plus long. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Ça sera vais pour finir continuer. l'atelier ? Je le finirai à l'atelier, c'est promis. Il n'est pas encore tout à fait né, il est embryonnaire. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu nos échanges avec Isabelle et François. On parlait tout à l'heure d'imprégnation, de lien avec le sauvage. Vous, Michel, vous avez une enfance un peu particulière. Vous dites d'ailleurs que vous êtes né avec un crayon dans la main. Pourquoi cette fascination pour, à la fois pour le dessin, la reproduction, l'inspiration du monde sauvage ? J'en sais, je dirais les limites, je n'en sais rien. Pourquoi j'ai dû être brutalisé par un animal, sans doute. Non, ma mère faisait du dessin de chirurgie en bloc opératoire, c'était avant-guerre, donc pour illustrer les bouquins des professeurs de chirurgie pour leurs élèves. Donc elle avait fait les arts déco, elle avait une capacité pour faire du portrait, pour faire tout ça. Mon père était scientifique, hydrogéologue, donc lui il avait ses entrées au Muséum d'histoire naturelle à Paris pour discuter avec des paléontologues dans tel ou tel couche géologique, on trouvait tel ou tel petit os ou des dents de tel ou tel petit mammifère, ce qui permettait de connaître la climatologie de ces époques-là. Voilà. Bon, moi, gamin, j'étais quelquefois avec mon père ou avec mes frangins et mon père dans le musée, et au bout d'un moment, les scientifiques, ils étaient bien braves, mais comprenait rien, on était trop petits. Donc c'était pour nous la grande galerie avec tous ces squelettes d'animaux préhistoriques ou des animaux actuels, et puis le jardin et les plantes. Donc on était toujours avec ce monde animal sauvage. Et donc je pense que ça a dû m'imprégner inconsciemment. Voilà, c'est ça, la morsure, elle était comme ça, je pense. Et plus tard, vous me racontiez que vous... non pas, ça portait pas de la fugue, hein, vos parents étaient d'accord, mais vous passiez des nuits entières dans la forêt à l'affût ? Oui, à l'affût, oui et non. J'allais en forêt avec mes frangins. On avait besoin de la forêt. Donc c'était sympa de voir la nuit la forêt qui s'endort, avec des animaux qui se planquent pour pouvoir passer sous la dent des autres. Et puis attendre en forêt, écouter tous les bruits de la nuit, et puis la forêt qui se réveille avec ces animaux qui ressortent de leur cachette pour crier leur joie de vivre. Bonjour, ils devaient se dire entre eux. Hein. Mais j'ai entendu tellement de belles choses tout à l'heure que mais je n'ai plus rien à dire, moi. Vous êtes sur mes plates-bandes. Hein. Eh bien, on va laisser la parole au public. Vous avez sûrement 1000 questions à poser à nos conférenciers ce soir et à Michel. Un micro va tourner et effectivement, si vous avez envie de poser des questions, vous le pouvez. On n'est pas obligé de répondre. Vous pouvez lever la main, vous levez, voilà. En tout cas, pousser de la voix si le micro n'est pas arrivé jusqu'à vous. Est-ce que une question vous vient ? Bonsoir, merci à tous d'être venus ici.
Je voulais savoir, c'est en quelle matière les sculptures? Là, tout de suite, je suis en train de travailler à ce qu'on appelle c'est de l'argile, mais on emploie le terme de terre. On dit de la terre chamottée. La chamotte, c'est de la brique pilée, des pièces chez les potiers qui sont cuites mais qui sont cassées, tout ça. Elles sont broyées, transformées en poudre et mélangées avec de la terre naturelle, quoi, de la terre d'argile naturelle. L'avantage de ce type de terre, c'est qu'on arrive à faire sécher des gros volumes, de la taille du melon presque, et sans que ça fissure. Et si ça ne fissure pas au séchage, il y a peu de chances que ça fissure aussi à la cuisson. Donc c'est une terre qui est très agréable, qui ne colle pas trop aux doigts et pas trop aux instruments non plus, quoi. Voilà, c'était ce qu'on appelle la terre chamottée. Alors cette pièce-là qui est en terre, une fois terminée, je vais la mouler pour obtenir un moulage en plâtre. Et ce moulage en plâtre, je vais le retravailler pour qu'il soit parfaitement lisse, fini, précis. Parce qu'on n'a pas toute la même précision avec de l'argile. Voilà, et cette pièce en plâtre partira en fonderie pour faire un moulage en bronze, où elle sera scannée, pourra faire des agrandissements et ainsi de suite. Pourquoi aimez-vous si particulièrement travailler la rondeur ? La courbe, la forme idéale en sculpture, ce serait la sphère. Bon, enfin, une sphère, c'est trop régulier. Finalement, la forme la plus sympa, c'est l'œuf. L'œuf, c'est comme une sphère, mais c'est tonique. Pourquoi la sphère ? Parce que, si vous voulez, l'ombre et la lumière ne viennent pas se heurter. Donc, ça évite le conflit. Tout passe en douceur, comme dans la nature. Voilà, c'est pour ça que la rondeur, ça attire l'esprit, ça attire la main, ça attire l'esprit. On a plus de plaisir, je pense, à caresser un animal bien rond qu'un porc-épic, un hérisson, un truc comme ça. Hein. Bon, donc la rondeur, c'est vrai que ça se prête, c'est l'idéal en sculpture. Monsieur avait une question à l'avant. Est-ce trop tard pour retrouver l'harmonie ? On a partiellement répondu. Vous pouvez encore insister, enfoncer le clou, François, Isabelle. Heureusement non, mais l'harmonie, c'est... Il n'y a pas d'harmonie figée. L'harmonie, c'est des moments d'évolution. Il y a eu l'harmonie d'il y a 2 milliards d'années, qui n'est pas l'harmonie d'aujourd'hui. L'harmonie où il n'y avait pas les humains, qui n'est pas celle avec les humains. Donc, ce qui est intéressant, c'est de penser l'harmonie de demain. Comment on veut tisser cette harmonie ? Comment est-ce qu'on veut, nous les humains, continuer à vivre sur cette planète et à vivre en paix sur cette planète, et on sera en paix sur cette planète que parce que on gardera toutes ces interactions, tous ces mondes sauvages, tous ces tout dont on a besoin absolument. C'est-à-dire, on va continuer à avoir, pour reprendre l'image du tissu, une trame très serrée avec des tas d'interactions. Voilà, c'est cette harmonie-là qu'il faut penser, celle de demain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent plutôt dans une déstabilisation. On voit plutôt des mondes qui régressent, qui s'appauvrissent, comme tu disais, qui deviennent plus juvéniles, qui deviennent moins foisonnants. Hein, vous savez, on dit souvent que si on prend des oiseaux ou des poissons, pour votre grand-père, quand il y avait beaucoup, il y en avait 1000. Pour votre père, quand il y avait beaucoup, il y en avait 100. Et pour vous, quand il y en a beaucoup, il y en a 10. Donc on a aussi cette espèce d'appauvrissement général. Déplissement des références. Donc ça, il faut qu'on le retisse, il faut qu'on le retravaille. Et on a notre place à nous là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est pas des endroits sous cloche et des endroits où on va mettre au contraire les humains sous cloche. Voilà. Donc il est absolument pas trop tard pour recréer une harmonie, mais pour ça, faut la penser. Et il faut laisser de la place, effectivement, aux autres vivants. Oui, je crois que tout se construit. Et je voudrais qu'on saute de la tête l'idée d'un Éden passé. Il n'y a pas eu d'Éden passé. Le monde, il est dynamique. Depuis l'aube des temps, c'est une dynamique, un changement permanent. Hein, ne recherchons pas quelque chose, un vestige enfoui. Non. Construisons un monde harmonieux. Et ça, c'est ce que je recherche. Je dis le jeu, là, tout d'un coup, parce que avec mon épouse, on s'implique pour le... C'est important. Pour notre petite fille, pour les autres. Je crois que cette harmonie se construira si elle est altruiste.
c'est en pensant à qui on veut offrir ce monde, à qui on veut offrir l'harmonie qui est celle d'avoir une diversité de relations et de relations paisibles. C'est ça. Mais c'est pareil pour les réserves marines. C'est pas des choses qu'on met sous cloche. C'est pas des conservatoires. C'est la vie qui est dans une dynamique et qui se construit. La réserve marine de Port-Cros, c'est un mauvais mot, une réserve, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose du passé. Ben non, elle est présente et elle est déjà dans la construction de l'avenir, elle. Le vivant, il est toujours devant. Il regarde jamais derrière le vivant. Ne regardons pas derrière. Le monde qui est demain va être beau si nous le pensons beau. Si au lieu d'encore une fois le pensons plus, nous le pensons mieux. Si tout d'un coup, en sortant d'ici, comment on reconstruit? Tout de suite. Prenez votre télé, j'allais dire shootez-y dedans, non, amenez-la à la recyclerie. Et tout d'un coup, vous avez gagné 2 heures ou 3 heures. Et là, on est un peu peut-être désemparé le premier jour, surtout, on ne sait pas quoi dire, avec qui on est. Et puis, on reconstruit une relation. Et puis, on a du temps pour les enfants. On a du temps pour se réancrer. Quand on a retrouvé ces relations, qui sont, j'assure, de la paix, on va marcher pieds nus dans l'herbe. Tout d'un coup, on découvre que même quand il y a sécheresse, l'herbe, le matin, c'est humide. Et qu'elle est là, et on est à nouveau relié au vivant. Et puis après, si vous voulez vraiment que le monde harmonieux arrive un peu plus vite, eh ben il faut s'engager au WWF, à Longitude 181, à l'association que vous voulez, ou à SOS Méditerranée pour aller accueillir des migrants qui sont à nos portes et qui ont besoin d'aide. Mais choisissez un engagement. Et tout d'un coup, cet engagement vous dit le matin pour qui vous vous levez. Pourquoi et pour qui je me lève? Voilà comment on reconstruira une harmonie. On vous laisse la parole ce soir, oui. Une question pour Michel Valsaint-Pierre. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu votre processus d'agrandissement? Vous avez dit que vous envoyez le scanner. Enfin, la sculpture au scanner, est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez vous? C'est fait à votre atelier? Comment ça se passe? Non, je dirais chacun son métier. Oui. Avant, j'essayais de faire tout seul, et puis maintenant que j'ai toute une équipe, ils m'ont dit non, toi, tu es là pour créer, c'est aux autres de s'occuper de tous ces éléments-là. Avant, je passais voir les fondeurs, et ainsi de suite. Où j'essayais moi-même, les premières fontes que j'ai faites, c'était avec du plomb. C'était donc pas terrible, quoi. Donc, comment on va agrandir ces pièces? Avant, moi, j'avais une pièce, par exemple, qui me plaisait, mais je disais, j'aimerais l'avoir en monumental. Donc, je travaille du grillage, filasse, plâtre ou ciment, et puis je faisais une très grosse pièce comme ça, j'agrandissais. Mais je passais 5-6 mois à agrandir, à créer. Et alors après, on dit, j'ai fait une monumentale, ça, hein. On est fiers d'avoir perdu 5 ou 6 mois où on aurait fait de la création. Bon, maintenant, on a tellement de facilité avec tout ce qui existe. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle, parce que je ne suis pas croyant pour le moment. Voilà. Donc, c'est très bien, on scanne une pièce, on a tous les points. Les points, ça permet d'avoir un fichier. Et ce fichier, on le donne à des entreprises qui ont tout le matériel pour faire des agrandissements en polyuréthane, par exemple, polyuréthane. Alors, le polyuréthane, ça permet, à l'échelle qu'on veut, de pouvoir retravailler les formes, des détails que je veux avoir. Et puis, sur ces grandes pièces, on va faire des moules. Des moules qui vont permettre soit de faire des cires perdues, donc pour le bronze, soit de faire des résines. Donc les pièces souvent qui sont en extérieur, en ville, on fait ça en résine parce que le bronze, ça nous coûte très cher, on ne pourrait pas en mettre partout, puis c'est surtout très lourd. Une pièce de 2,50 m en résine, c'est 120, 130 kilos, mettons.
Si c'est en bronze, c'est entre 900 et 1200 kilos, quoi. C'est bon, une résine, on peut la trimballer à 4 personnes. Si c'est un bronze, il faut automatiquement des camions, quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question? Parce que quelquefois on me pose une question, puis je pars, puis je ne sais plus ce qu'on m'a posé comme question. J'ai trop d'imagination. Monsieur lève le pouce. Si monsieur désire plus d'informations, nous l'invitons à aller au monsieur le maire, le moulin de Gautron. Il y a une fantastique vidéo qui détaille chaque étape depuis la boule d'argile jusqu'aux agrandissements monumentaux. Voilà, j'ai pas vu le pouce, il était comme ça ou comme ça? Comme ça. Alors, allez faire un tour au musée éphémère au moulin. Y avait-il... Vous avez dit quelle qualité de lien? Est-ce que c'est des liens? Pardon, mais t'es où? T'es où? Oui, je suis là. Oui. Voilà. Et je mange de la glace à la crème. Pardon. Ce que nous apprend la vie sauvage, c'est justement à tisser des liens. Et on comprend très vite que ça ne peut pas passer facilement par des outils. Mais pas vraiment. C'est les yeux dans les yeux. C'est le contact physique. Quand c'est entre nous les humains, on ne touche pas, nous en mer, on évite de toucher les animaux sauvages. Mais cette relation, elle s'établit différemment. Et ça m'amène à autre chose, de faire la différence entre ce que nous appelons le savoir et la connaissance. On confond beaucoup ça. Connaître, c'est pas savoir des choses sur quelqu'un ou sur un animal. C'est tisser des liens avec lui, c'est s'engager avec lui, c'est faire partie de son monde. C'est tenter de faire partie de son monde. Et à ce moment-là, on comprend qui il est. Et pas savoir simplement des choses. Et les réseaux sociaux n'apporteront jamais ça. Absolument jamais. Et je vais donner un autre exemple aussi sur la richesse de la rareté. Quand, avec mon épouse Véronique, dans les premières années, je partais pendant des mois, 11 mois, la première expédition sur la Calypso, c'est long, et que nous pouvions envoyer une lettre ou un titi tata 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 titi tata. J'avais un copain radio-amateur qui envoyait parfois un message, et qu'on recevait ce message après 2 mois, il avait une valeur. Il était porteur de choses indicibles derrière 4 petits mots. Essayez de trouver la même chose dans les réseaux sociaux. Et la réponse, je le crois, en tout cas pour moi, est donnée. Même si ça permet des échanges, ça permet de se retrouver. Quand je suis paumé, moi je suis tout le temps paumé. Oh, je suis bien content que... Vite, où je suis? Mais vraiment, faisant... Ouais. Je suis d'accord avec vous et pas d'accord. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a encore des bateaux au Vendée Globe. Aujourd'hui, vous avez fait le Vendée Globe, Madame Autissier, je pense, oui. En fait, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, en fait, on voit des images magnifiques des océans. Donc, ça peut aussi apporter ça. Les réseaux sociaux aussi permettent de faire connaître les associations ou les sculpteurs. Donc, voilà, oui, faire le selfie, manger la glace à la crème, d'accord. Mais les réseaux sociaux, quand même, peuvent apporter des grandes connaissances. Non, mais oui, vous avez raison. Les réseaux sociaux, c'est comme le téléphone. Ça sert à passer des messages. Donc, ça sert à... voilà. Le problème, c'est pas... d'hier qu'on disait déjà science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'utilisation qui en est faite, et surtout, et on sait tous que c'est ça le problème, les algorithmes qui sont derrière ces réseaux sociaux, qui font qu'à partir du moment où vous commencez à vous intéresser à quelque chose, on ne va vous envoyer que des messages qui vous font penser que la Terre entière pense la même chose que vous. À ce moment-là, ça vous coupe des autres, parce que ça vous enferme dans votre monde. Donc c'est vrai que, comme n'importe quel moyen de transmission et de communication, c'est pas le moyen en lui-même qui est dangereux, c'est la façon de s'utiliser. Et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est manipulé par les réseaux sociaux. Donc
on vous entraîne dans une spirale. Souvent, j'allais dire à votre corps défendant, vous vous rendez même pas compte que petit à petit, on le voit avec les histoires de complotistes, on a tous autour de nous des gens qui, il y a 5 ans, n'avaient pas cette espèce de tournure d'esprit, de penser que la science est manipulée, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu fleurir. Mais petit à petit, c'est des gens qui ont été enfermés par les réseaux sociaux dans ça. Donc c'est vrai que quand un coureur du Vendée Globe vous envoie des images très belles de sa navigation et puis qu'il essaye de vous faire partager un peu toute l'émotion et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il vit sur l'océan, c'est très bien. Il communique quelque chose. Et après vous pouvez en faire votre miel et vous en servir dans votre construction mentale. Mais je crois qu'il faut vraiment le différencier de ce qu'on voit autour de nous, des gens qui sont complètement enfermés dans une pensée totalement monolithique et qui du coup va développer l'agressivité parce que la moindre personne qui va pas penser comme vous, ça va être l'ennemi et il va falloir l'abattre. Et comme en plus dans les réseaux sociaux on a une brièveté de l'expression, il n'y a aucun moyen d'essayer d'avoir un peu un équilibre de la pensée, d'essayer de proposer des arguments. Non, on est tout de suite dans l'anathème, etc. Là, du coup, ça devient des constructeurs. Pardon, je rajouterais juste une chose, vous avez tout à fait raison. Tous les outils sont merveilleux, mais très souvent, nous les humains, nous avons tendance à déraper. Les réseaux sociaux aussi sont en train de couper les interdépendances entre les générations. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose une question, on ne s'adresse plus au maître ou au grand-père. Non, on s'adresse au copain qui est déjà sur le réseau. Et on lui demande ce qu'il pense de ça. Et c'est en train d'horizontaliser toutes les relations et de détruire les relations qui étaient verticales. Et cette horizontalité crée des tout petits groupes plats qui ont tous la même expérience, puisqu'ils ont tous partagé les mêmes choses et ils n'interrogent plus l'expérience. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui déconstruit une société comme un écosystème lorsque tout d'un coup on coupe les interdépendances entre les individus qui ont des vécus différents. À voir si les liens des réseaux sociaux ne pourraient pas devenir les lacets pour vous étrangler. Je suis peut-être sinistre. Voilà. J'ai une partie de la réponse parce que je sais que vous travaillez avec vos enfants, mais est-ce que vos enfants, vos petits-enfants vous posent des questions, s'intéressent à votre travail? Est-ce qu'il y a ce lien intergénérationnel? Ben non, je ne suis pas le téléphone. Il a beaucoup d'humour, Michel. Hein. C'est tout ce que j'ai, je n'ai pas grand-chose. Oui, ben bien sûr, mais il n'y a rien de... Si je fais... ce que je fais, ce sont mes enfants. Quand je crée une pièce et une sculpture, je me fais un enfant. Bon. Sinon, mes propres enfants, mes petits-enfants, il n'y a rien qui compte plus pour moi. Je ne les avais pas, mais je ne serais pas là. Je ne serais plus là. J'aurais disparu. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. J'ai cette chance merveilleuse. Et puis, autre chance merveilleuse, savoir s'émerveiller. Savoir s'émerveiller d'une fourmi. Regarder, et puis rester très humble. Humble devant la nature. On ne la connaît pas, la nature, mais elle fonctionne. Et donc, je disais tout à l'heure, je parlerai comme une carpe. Oui, il faut être une carpe devant un animal sauvage, un vrai. Il faut devenir une carpe, l'observer, arriver derrière sans bruit. Lui, il nous a entendus, nous, on a fait du bruit sans s'en rendre compte. Donc, nous ne sommes que des petits humains par rapport à l'animal. Bon, c'est comme ça que je le ressens, moi. Mais on invente plein de choses extraordinaires. On a parlé tout à l'heure du scanner qui permettait d'avoir une pièce de façon virtuelle, tout ça. C'est formidable. Mais comme tout ce qui est formidable, il faut faire attention, ne pas dévoyer la chose. Comme les progrès de la médecine, pour éviter que ça reste des progrès de la médecine et non pas des progrès de l'horreur. Voilà. Merci à tous les trois. Pour cette soirée
sous le signe de l'art, de l'océan, des liens, de l'interdépendance. Nous repartons plus riches ce soir, et d'espoir, évidemment. Je crois qu'on va appeler le fiston. Guillaume, est-ce que Guillaume est parmi nous, puisque c'est lui qui va avoir un petit peu le mot de la fin, et c'est peut-être Guillaume qui parle le mieux de Michel Bassompierre. Non. C'était juste pour vous remercier tous d'être venus ce soir. Je voulais juste vous rappeler que ce soir, on avait fait payer la soirée. On ne le faisait jamais jusqu'à présent. Mais ça nous permettait d'être sûr qu'on ait bien des chaises remplies. Parce que quand c'est gratuit, des fois, on a tendance à ne pas venir au dernier moment. Et tous les sous qu'on a récoltés vont aller à nos deux actions chéries ce soir, le WWF et Longitude 180 pour François et Isabelle. Voilà. Et puis, je voulais vraiment les remercier tous les trois. Fanny, qui est venue de loin, de Haute-Loire, Isabelle de La Rochelle et François de Valence, pour venir au Quatrain ce soir, pour vous et pour Michel. Et du coup, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de la ville de Vertou qui nous a permis d'organiser cette très belle exposition, cette soirée. Et il y a encore un dernier rendez-vous le 15 février pour ceux qui peuvent au Ciné Vaillant où on va projeter le film Rorcal, le film du WWF, qui est sur les tigres d'Inde. Non, Rorcal, c'est sur les c'est sur les rorcals de Méditerranée, évidemment. Voilà, merci à tous. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, c'est à Vertou et au Moulin Gautron. Bonne fin de soirée et à bientôt.